Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Y'a pas que la data, où l'intelligence artificielle devient un prétexte pour des conversations aussi enrichissantes qu'inspirantes. Alors merci encore de votre fidélité, vos écoutes, vos partages, vos retours. On a de plus en plus d'écoutes et ça c'est cool. Donc je suis Pierre Vanier, je suis fondateur de Flint, qui est une ESN spécialisée qui accompagne les entreprises dans leurs projets tech, data et IA. Et comme toujours, je suis accompagné de Thomas Memoun, ingénieur en machine learning. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Bredin, qui est un expert incontournable de l'analyse audio et vidéo. Hervé est notamment spécialisé dans accrochez-vous, la diarisation. Alors souvent ça fait peur aux gens, mais c'est une technologie qui est vraiment fascinante et qui consiste à répondre à la question « Qui parle et quand ?» Grosso modo, c'est la séparation des locuteurs dans les flux audio. Tu me diras si je dis une bêtise, Hervé. En segmentant un enregistrement audio pour identifier les différents locuteurs, la diarisation ouvre la voie à des applications variées, des sous-titrages, du dubbing automatique, etc., etc. Voilà. Et alors Hervé, ce qu'il y a de super cool, c'est qu'Hervé, il est chercheur, ingénieur, mais maintenant, aujourd'hui, il est CEO de Pianote AI. Alors Pianote, il nous le dira, mais ça s'écrit P-Y-A-2-N-O-T-E pour le jeu de mots avec à la fois Python et pianoter. Et son approche nous invite à repenser la façon dont l'IA peut enrichir nos compréhensions du monde sonore et multimodal. Alors c'est parti pour 45 minutes ensemble. Bonjour Thomas. Salut Pierre. Et bonjour Hervé. Comment allez-vous, Bonjour. messieurs? Très bien, bien. merci. J'ai une petite précision, je suis CSO et pas CEO. Occupe de la CSO, science. Chief Science Officer. Voilà, exactement. C'est ça. Bon, Désolé Hervé, pour... c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et ensuite nous présenter un peu plus en détail ce que c'est la diarisation? Je savais même pas que ça existait ce mot en français. Et nous présenter plus en détail Pianote. Oui, bien sûr, merci. Merci pour l'invitation déjà et merci pour l'introduction. Oui, je suis Hervé Bredin, je suis chercheur au CNRS, créateur de la bibliothèque open source Pianote et maintenant directeur scientifique, c'est comme ça qu'on dit en français, ou CSO en anglais, de la startup Pianote AI. Oui, donc la diarisation, en gros, c'est pas un mot qui existe en français. C'est juste une francisation du mot anglais speaker diarization avec mon accent franglais, mais Il est euh, parfait, hein. Ça va très il est très parfait. bien. Ouais. Ok. En gros, la traduction française de diarisation, je la préfère au mot anglais parce que elle résume bien ce qu'est la diarisation, c'est segmentation et regroupement en locuteurs. C'est comme ça qu'on l'a traduit dans les papiers scientifiques en français. En gros, c'est une technologie qui consiste à répondre à d'abord une tâche de segmentation. Donc, on va segmenter en tour de parole une conversation, un enregistrement tel que ce podcast. Et ensuite, chacun des segments, on va les regrouper par identité du locuteur. Donc, je préfère vraiment la traduction en français, si bien qu'à la fin, on a effectivement qui parle quand, on a temps de début, temps de fin, identifiant du locuteur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un problème un peu particulier dans le sens où on ne connaît pas a priori ni l'identité des locuteurs qui participent à la conversation, ni leur nombre. Donc, par exemple, dans notre conversation là, on ne va pas dire entre le temps t égale 10 et t égale 30, c'est Hervé qui parle, on va dire que c'est le locuteur 1, et tous mes tours de parole vont être étiquetés en tant que locuteur 1. Donc, c'est une tâche de regroupement et pas de classification comme on peut l'avoir par ailleurs, où il va falloir dire ça c'est un chien, ça c'est un chat. On n'a pas des classes prédéfinies. Les classes, c'est des locuteurs qu'on n'a pas entendus au préalable dans l'ensemble d'apprentissage. J'étais un peu long, mais je voulais bien préciser Non, J'ai c'est j'ai une, important. Non, c'est j'ai une super le... question important. par rapport à ça. J'ai une question par rapport à ça. Je pensais que la diarisation, c'était du speech to text, mais en fait, c'est un peu plus profond que ça. Ou... En fait, c'est pas du speech to text, c'est vraiment, on ne travaille pas sur la transcription de la parole. En sortie, c'est vraiment des métadonnées, temps de début, temps de fin, identité du locuteur. Mais par contre, ça arrive très souvent en début de chaîne de traitement de speech to text après. Donc, on va commencer par segmenter en tours de parole, et ensuite, on va pouvoir transcrire chacun des tours de parole séparément, de sorte qu'à la fin, tu as effectivement une transcription enrichie. Non seulement tu as les mots, mais tu as aussi qui l'a prononcé. Et comme l'a dit Pierre, ça permet de faire des applications
de développer des applications auxquelles on peut pas vraiment, qu'on peut pas vraiment résoudre si on n'a que la transcription. Par exemple, quand on a une conversation entre un patient et un docteur, si on ne sait pas qui est qui, le résumé automatique, le diagnostic automatique pourrait être faussé. Le patient pourrait dire je veux ce médicament et le résumé automatique dire que la prescription c'est ce médicament alors que c'est bien le docteur qui doit l'avoir prononcé pour pouvoir faire une bonne prescription. Si on Mais prend une image, en fait, juste pour que nos auditeurs comprennent, c'est que quand on parle de flux audio, il faut bien s'imaginer que tout ce qu'on est en train de dire, c'est un flux audio, c'est une rivière de mots, tous plus poétiques les uns que les autres, qui coulent de nos bouches respectives. Mais en fait, quand on doit l'analyser d'un point de vue informatique pour pouvoir en récupérer le sens, etc., il faut d'abord, exactement ce que tu dis, découper. Et puis découper, ça peut aller loin parce que découper, il faut segmenter, mais quelle taille de segment, et puis ensuite, il va falloir attribuer, reconnaître, j'imagine, au bout d'un moment, des patterns de voix et qui fassent que, au bout d'un moment, l'IA et votre logiciel framework Pianote s'aperçoivent que c'est moi, Pierre, qui parle, regrouper, time-stamper, donc mettre des petits horodatage de chaque segment des locuteurs pour que ça puisse, au lieu de faire un flux, avoir quelque chose de bien structuré, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment de la structuration. Ça arrive en début de chaîne, comme je le disais. Ensuite, on transcrit. Et ensuite, ce qui est classiquement fait, c'est des LLM qui sont appliqués sur cette transcription attribuée à un locuteur pour pouvoir faire des résumés automatiques de réunion, des diagnostics, comme j'ai parlé. Ça peut être aussi du doublage, là où la transcription a peut-être un peu moins d'importance, mais le doublage permet d'automatiquement traduire une vidéo d'une langue vers une autre. On veut aussi mettre la bonne voix sur la bonne personne. Dans un épisode de série télé, on veut pas mettre, on veut toujours systématiquement mettre la même voix sur le même acteur, et donc pouvoir automatiquement trouver tous les tours de parole du même acteur. C'est ce que permet la diarisation ou la segmentation et regroupement en locuteur. Segmentation et regroupement. Parce qu'à chaque fois qu'on dit diarisation, les gens ont peur, hein, quand même. T'as C'est vrai remarqué? que ça peut mener à des drôles de jeux de mots aussi. Mais j'en parlerai pas ici, pas devant les enfants. Et au-delà de ça, sur la diarisation, à quoi sert Pianote dans cet univers-là? Pianote sert vraiment à répondre à cette question. Qui parle quand? Elle arrive vraiment en début de chaîne et on ne répond qu'à cette question. La librairie Pianote open source ne répond qu'à cette question. Alors elle peut être étendue pour faire par exemple de l'identification du locuteur. Donc plutôt que d'avoir juste un locuteur 1, si au préalable on a un enregistrement de ma voix, on peut créer des empreintes vocales. En anglais, on utilise le terme speaker embedding. En gros, l'idée, c'est de projeter un petit bout de ma voix dans un espace à grande dimension. Ce point dans cet espace à grande dimension, on espère que tous mes tours de parole ils soient proches de ce point-là et les tours de parole de toi, Thomas ou Pierre, soient en fait éloignés dans ce point-là. Si bien que ensuite, quand je parle, quand tu parles, quand Pierre parle, on se retrouve projeté dans cet espace. Ça permet de faire des regroupements et des comparaisons du timbre de nos voix et de nous identifier de cette façon. J'aimerais repartir, faire un bond dans l'histoire, un bond en arrière, que tu nous racontes le démarrage j'ai 10 milliards de questions, le démarrage de Pianote, parce que toi, donc, tu es ingénieur de recherche, je crois que tu as travaillé au CNRS ou en labo de recherche, vraiment, chercheur. Je suis actuellement encore chercheur au CNRS et j'ai les deux casquettes actuellement. Donc moi j'ai soutenu ma thèse en 2007. Je travaillais déjà sur les traitements automatiques de la parole et même c'était sur les visages parlants. Du coup la combinaison de la reconnaissance du visage et de la voix et pour améliorer des tâches de biométrie, enfin de la reconnaissance biométrique. Avec les deux indices, la voix et le visage, ça permettait d'obtenir des meilleurs résultats que juste la voix seule ou le visage seul. Et par ailleurs, j'ai aussi travaillé à ce moment-là sur le mouvement des lèvres pour s'assurer que le mouvement des lèvres correspondait bien au son qui était produit pour éviter et détecter des attaques de type
rejeu, parce qu'à l'époque, les deepfakes n'existaient pas. Et donc, pour qu'un usurpateur d'identité puisse se faire passer pour quelqu'un, il suffisait de montrer une photo de la personne devant une caméra et il n'y avait aucun moyen en fait de faire la différence. Maintenant, il y a les deepfakes, c'est encore plus compliqué, c'est le jeu du chat et la souris. Mais bref, ça c'est pour ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et ensuite, en 2008, j'ai obtenu un poste de chargé de recherche au CNRS. Depuis, disons, 12 ans, je travaille quasi exclusivement sur cette problématique de la diarisation. Mais j'ai toujours travaillé sur cette question de l'indexation de contenu audiovisuel, soit par la voix, soit par le visage, soit par la transcription de la voix. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce problème de diarisation il y a 12 ans, je dirais. Et en tant que chercheur au CNRS, ma mission, c'est de faire avancer la science, mais aussi de diffuser les nouvelles connaissances que je crée dans mes travaux de recherche. Et ma façon pour moi de faire ça, ça a été de systématiquement mettre mes résultats de recherche que j'écris dans des papiers, les intégrer aussi à une bibliothèque open source qui a grandi avec moi et qui a grandi avec mes travaux de recherche. Parce que c'est bien beau dans un papier de dire qu'on a 13% d'erreurs sur tel jeu de données utilisé par les autres chercheurs académiques, mais s'il n'y a aucun moyen de le reproduire, en fait, c'est comme si c'était juste du vent. Et donc voilà, j'ai vraiment eu l'envie dès le début de faire en sorte que tous mes travaux soient reproductibles, et c'est comme ça qu'est né Pianote. Ouais. De mon côté aussi, j'ai vraiment pas mal de questions, mais je voudrais juste rebondir sur un point. À un moment, tu mentionnais que vous aviez un modèle qui était open source. Bon, j'ai fait un peu de recherche de mon côté et j'ai vu que vous aviez 3 modèles différents qui sont adossés à PyTorch, que vous utilisez GeneFace pour partager les modèles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent les 3 modèles, pourquoi le choix de l'open source pour un modèle? Est-ce que ça apporte d'utiliser un modèle ou un autre? Oui, mais pour ça, je peux rentrer un peu plus en détail sur comment Avec fonctionne, plaisir. en tout cas, la grande tendance actuelle des systèmes de segmentation et regroupement en locuteurs. Généralement, on a 2 réseaux de neurones en interne. En gros, il y a un premier réseau de neurones qui est en charge de segmenter le signal de parole. Donc, il prend en entrée des morceaux d'audio et il va les découper et aussi, en gros, détecter les zones de parole superposées. Donc, détecter les changements de locuteur, détecter les zones de parole superposées, détecter les zones de non-parole, parce qu'il Les faut savoir silences, ouais. aussi les silences. C'est pas forcément les silences, j'appelle ça, j'ai bien fait attention de dire les zones de non-parole, parce que l'idée c'est aussi d'être robuste à des environnements acoustiques un peu adverses. Et donc d'ailleurs, ces réseaux de neurones sont entraînés en ajoutant un peu artificiellement des bruits lors de l'apprentissage pour être robuste à des bruits qui pourraient se produire après en production. Et donc ces modèles, je les ai effectivement diffusés sur la plateforme Hugging Face. Et d'ailleurs, c'est probablement cette plateforme aussi qui a rendu Pianote aussi populaire, je pense, parce que les gens l'ont trouvé facilement avec leur moteur de recherche, j'imagine, sur Hugging Face, voilà, ces modèles-là. Alors, il y avait aussi le fait que ça marchait bien, mais le fait que la visibilité donnée par la plateforme Hugging Face a beaucoup aidé. Juste à titre indicatif, là actuellement, les modèles, parce que j'y reviendrai, mais il y a plusieurs modèles, effectivement, comme tu l'as dit. Les modèles, ils sont téléchargés actuellement plus de 30 millions de fois par mois sur la plateforme Hugging Face. C'est 60 000 utilisateurs uniques des modèles aussi qui les téléchargent sur Hugging Face. Ça, c'est depuis 2022, je crois, où j'ai commencé à obtenir des statistiques sur l'utilisation de la librairie Pianote et des modèles Très préentraînés. impressionnant, hein. Euh, ben, Ça m'a beaucoup surpris quand je me suis rendu compte de la popularité du truc. Moi, j'étais le petit chercheur qui travaillait sur son projet et qui, voilà, j'ai essayé de faire les choses bien. J'ai essayé de faire en sorte que l'outil soit utilisable par mes pairs chercheurs, mais aussi par les développeurs du dimanche. Mais je me suis aussi rendu compte rapidement que l'industrie s'en était emparée, en fait, au travers justement de ces statistiques.
j'ai divergé un petit peu là. Je parlais des modèles, mais oui, voilà, les modèles sont. En fait, Pianote, c'est deux choses. C'est le code source, qui est open source, et les modèles qui sont aussi avec une licence très permissive, qui sont open source. Tout ce que je demande en fait aux utilisateurs, c'est de se manifester en remplissant un formulaire. Et c'est comme ça que j'ai des statistiques. Pas d'utilisation parce qu'on fait pas de, il n'y a pas de télémétrie à proprement parler, mais sur les fichiers les fichiers sont traités en local par les utilisateurs de Pianote, mais, mais au moins on a une idée du nombre d'utilisateurs uniques et voilà, ça permet de se faire une idée de la popularité du truc. Stack technologique, comme son nom l'indique, beaucoup de Python, mais d'autres technos, choix d'architecture, rentrant un petit peu dans le côté un petit peu technique, parce que de ce que j'ai vu, Pianote, c'est un peu une suite en fait de briques. Si tu vas sur le site de Pianote, tu as plein de composants différents qui ont été, j'imagine, composés et conçus au fur et à mesure de ces 12 ans de recherche et de travaux de recherche sur cette problématique-là. Et du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus. Et d'abord, c'est quoi la communauté aujourd'hui Pianote? Est-ce que tu acceptes qu'il y ait des gens qui viennent sur tes repos, venir faire des pull requests, etc. etc. Tu as vraiment cette notion de communauté et d'open source derrière? Alors, l'outil est open source, les modèles sont open source. Si on peut parler d'open source pour des modèles, en tout cas, ils sont libres d'utilisation. Mais la communauté est plus consommatrice que contributrice. Participatrice, ouais. Ouais, voilà. J'ai des rapports de bugs, j'ai quelques petites pull requests, mais jamais sur le cœur à proprement parler de la technologie. C'est peut-être aussi un biais dû à moi. En fait, c'est vrai que je l'ai développé depuis zéro et, euh, je- et le projet est vraiment focalisé sur ce problème précis. Ajouter des fonctionnalités pour rendre le truc une usine à gaz, ça m'intéresse pas forcément. Mais en vrai, j'ai pas tant de pull request de contribution de cette nature-là de toute façon. Donc la communauté est très très consommatrice. C'est quelque chose que j'aimerais faire un peu évoluer. Par exemple, sous la forme de, je sais pas, on pourrait espérer que les gens qui utilisent Pianote pour entraîner leur propre modèle les partagent Mhm. un peu plus largement. Si là, sur Hugging Face, quand on cherche des modèles Pianote, il n'y a pas tant de modèles Pianote autres que ceux sous l'organisation Pianote en vrai. Mhm. Mais ça commence à arriver. Il y a des boîtes. Là, dernièrement, il y a la société Rêve qui a diffusé deux modèles de diarisation qu'ils ont entraînés sur leurs données privées via Pianote et donc on peut utiliser dans Pianote directement. Donc ça commence ouais, je sens un petit fourmillement de ce côté-là sur le partage des modèles. Et tout ce qui est stack techno, architecture, etc., tu peux nous en parler sans non plus trop descendre dans le kernel. C'est quoi? À la base, tu as des choix du coup ultra performants et du C ou du C++ ou des langages vraiment bas niveau pour le cœur, ou tu es resté sur du Python finalement? Ouais, non, c'est resté sur du Python et du PyTorch. En fait, ça vient vraiment de l'origine du projet. Moi, en tant que chercheur, mon objectif principal, c'était de baisser les taux d'erreur de diarisation. J'ai pas été vraiment intéressé par la rapidité d'exécution et tout ça. Et donc, en vrai, c'est très haut niveau, hein. C'est Python pour la glue entre les modèles PyTorch. Enfin, c'est les modèles PyTorch qui donnent des prédictions et Python qui fait la glue entre ces modèles pour à la Et ça fin fonctionne fournir. bien comme ça? Et ça fonctionne bien comme ça a l'air de plaire aux gens là. Sur des machines, j'ai dit que j'ai pas travaillé sur la vitesse d'exécution, mais au final, on est capable de traiter avec les meilleurs GPU actuels qui se font, on est capable de traiter une heure d'audio en une douzaine de secondes. Ah ouais, c'est quand même pas mal, ouais. Et ça sans optimisation, parce que PyTorch en fait est déjà bah voilà, c'est Parce que building on the shoulders of giants, quoi, comme Parce on que dit. moi, j'avais essayé des API, tu vois, j'avais essayé Assembly AI ou d'autres API pour traduire, enfin pour transcrire plus diariser certains flux audio, c'était beaucoup plus long que 12 secondes pour une heure, hein.
Ouais, et ce qui est bien avec la diarisation, c'est que ça permet d'accélérer ce qui vient après, en fait. Si tu commences par appliquer de la diarisation, tu vas enlever toutes les zones de non-speech, tu n'as pas besoin de les envoyer à un système de transcription. Donc Ouais, seules bien les sûr. zones de parole vont être transcrites. Et de même, bien segmenter le signal de parole permet d'envoyer des bouts d'audio qui sont pas coupés au milieu d'une phrase, pas coupés au milieu d'un mot, si bien qu'on peut espérer que la transcription, les taux d'erreur de transcription soient aussi réduits grâce à la diarisation. Je me posais la question vraiment pour ma culture, la partie diarisation dans la partie audio du machine learning, est-ce que c'est principalement avoir plus de données pour proposer des modèles plus performants ou c'est vraiment un objectif d'optimiser des algorithmes? Euh, C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir plus de puissance de calcul, ça aide profondément à avoir de meilleurs résultats de sortie, ou il faut obtenir beaucoup de données, c'est 12 ans de données où tu as appris, ou c'est pas du tout relié à ça? alors, les données utilisées par Pianote Audio, la librairie open source pour entraîner, c'est des données publiques issues des benchmarks. Ok. Ouais, c'est quelque chose dont on pourrait parler des benchmarks. La communauté de diarisation, la communauté scientifique de diarisation et speech processing, enfin traitement automatique de la parole en général, est très friande de benchmarks publics où chaque année, on va avoir un groupe de personnes qui vont collecter des données ou récupérer des données déjà collectées, mais les mettre en forme, les diffuser à tous les participants. C'est comme un tournoi, comme une compétition. En gros, tous les participants, généralement des laboratoires académiques, vont tous travailler sur les mêmes données dans un laps de temps délimité et fournir en gros la sortie de leurs algos sur une tâche bien précise, par exemple la diarisation. Moi, j'ai beaucoup profité du challenge qui s'appelait Die Hard, donc un jeu de mots sur Diarization is Hard et un jeu de mots sur les films avec Bruce Willis, vous l'aurez compris. En gros, il y a eu un gros travail de collecte et d'étiquetage des données pour cette tâche de diarisation qui a vraiment fait avancer la communauté de diarisation, en particulier euh, sur la notation précise, en fait, pour calculer des métriques. Alors, la métrique qui permet de comparer deux systèmes de diarisation, c'est ce qu'on appelle la diarization error rate, donc le taux d'erreur de diarisation. C'est la somme de trois types d'erreurs. Ce qu'on appelle les fausses alarmes, c'est quand on dit qu'il y a de la parole alors qu'il n'y en a pas. Les détections ratées, ou misdetection dans la littérature, donc c'est l'inverse, quand on dit qu'il n'y a il y a pas de parole alors qu'il y en avait. Et puis la confusion en locuteur, c'est quand on se trompe de locuteur. Et en gros, à noter précisément les frontières de tours de parole et les zones de parole superposées, c'est vraiment très important pour avoir ces trois métriques vraiment précises et pouvoir comparer différents systèmes, en particulier sur les zones de parole superposées. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, en éditant par exemple un podcast, d'annoter précisément où commence la zone de parole superposée, où elle se Très termine. compliqué, ouais. Ouais. C'est super dur. Et donc, avoir ces jeux de données issus de la communauté académique qui permettent d'entraîner Enfin, sinon entraîner au mieux, bien évaluer nos systèmes, c'est vraiment super important. Donc la donnée est clairement super importante, hein. Le titre du podcast «Il n'y a pas que la data», c'était... euh, en vrai, c'est un peu frustrant, mais souvent, quand même, la donnée fait que c'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est Après, essentiel. la diarisation, c'est pas un problème où la donnée brute, le calcul brut permet de résoudre le problème. Pour la même raison enfin pour la raison que j'expliquais au début, c'est qu'on ne connaît pas a priori les gens qui vont parler dans la conversation. Donc on ne peut pas entraîner des modèles de chacune de ces personnes. Il faut généraliser. Il faut aussi, on ne peut pas connaître a priori le nombre de classes, donc le nombre de locuteurs qui vont intervenir dans une conversation. Donc il faut être capable d'entraîner des systèmes qui permettent de traiter des conversations avec seulement 2 locuteurs et d'autres avec 20 locuteurs. Et donc pour pouvoir généraliser à ce type de choses, il ne suffit pas d'augmenter la quantité de données. Euh, Juste pour... j'aime bien prendre cette comparaison. Quand on fait de la transcription de la parole,
l'unité sur laquelle on entraîne, c'est le mot. On a un mot en entrée, en sortie, c'est sa transcription. C'est plus compliqué que ça, mais l'unité, c'est le mot. En diarisation, l'unité, c'est une conversation entière. Donc, si on veut, si pour la transcription de la parole, on entraîne sur 1 million de mots, je dis ça, un peu, c'est beaucoup plus que ça, mais pour avoir l'équivalent en diarisation, c'est 1 million de conversations. C'est pas du tout la même échelle dans une conversation. Je sais pas, il faudrait faire le calcul à la fin de ce podcast, mais savoir combien de mots on a prononcé. Mais donc, jamais on arrivera à collecter suffisamment de données pour être au même niveau. Donc, il faut travailler sur la partie algorithmique et c'est pour ça qu'on a aussi ce découpage de la diarisation en deux étapes, segmentation et regroupement. Le regroupement, lui, est en fait de façon non supervisée, donc sans avoir besoin de données étiquetées. Et par contre, le modèle de segmentation, lui, peut vraiment profiter de grosses quantités de données étiquetées, variées. Voilà. Ça me permet de rebondir sur un autre point. Donc, vous proposez actuellement chez Pianote 3 modèles, donc le Open, le Turbo et le Précision. Et en fait, il y a je sais pas le mot, un trade-off entre vitesse, précision, le nombre de paramètres. Est-ce que justement l'accuracy, la précision dont tu parles, c'est ces trois grosses métriques que vous utilisez de façon générale? Et qu'est-ce que ça change, le nombre de paramètres? Qu'est-ce qu'on peut changer euh, dans un modèle de diarisation? Mhm. Alors jusqu'ici, tout ce que j'ai dit, je parlais vraiment de la partie open source. Là, on commence à parler de ma casquette Ok. directeur scientifique de Pianote AI. Donc oui, Pianote AI, en gros, est né quand je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'utilisateurs de Pianote open source dans l'industrie. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'avais créé au fil des ans un produit que les gens utilisaient déjà. Dès le début, en fait, quand j'ai développé cette bibliothèque open source, j'avais en tête mon utilisateur final. Je voulais que ce soit facile à utiliser. En vrai, avec Pianote open source, on peut obtenir une diarisation en 2 lignes de code Python. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait la popularité du truc. Mais donc, pour revenir sur Pianote AI, en fait, voilà, c'est né de cette observation que la librairie open source était très populaire et que voilà, j'avais créé ce produit et puis je me dis, maintenant, je vais essayer d'en faire un vrai produit. Là, c'était un produit académique, entre guillemets, même s'il était utilisé dans l'industrie, je vais essayer d'en faire un vrai produit. Donc, il y a plusieurs façons, effectivement, de faire un produit autour de cette bibliothèque open source. C'est améliorer la précision du modèle. C'est pour ça qu'on a appelé le modèle ainsi, précision. Le marketing n'est pas allé très loin ici pour l'instant. Ou alors, de l'autre côté, c'est améliorer la vitesse d'exécution. Et idéalement, on aimerait améliorer les deux. Et d'ailleurs, le modèle précision, on a fait un effort tout particulier pour qu'il soit à la fois plus rapide et meilleur aussi. Donc, en gros, le modèle précision, on a un modèle qui a été évidemment entraîné sur plus de données, mais on travaille, on ne parle pas de 100, 1000, 1 million de fois plus de données que les modèles open source. Donc, pour l'instant, le modèle, il a juste été entraîné avec des architectures de réseaux de neurones un peu plus grosses, euh, en réfléchissant, en modélisant un petit peu mieux aussi la partie algorithmique que j'ai décrite au préalable. Et donc, en combinant tout ça, on obtient un système qui est bien meilleur que la version open source. En moyenne, on est 20% plus précis selon les benchmarks. Il va y avoir des benchmarks où on est déjà très bon dans la version open source et donc le gain est assez minime en termes de précision, mais il va être quand même important en termes de vitesse d'exécution, ça peut avoir son intérêt. Et il y a d'autres jeux de données vraiment très bruités. Par exemple, j'ai un jeu de données académique sur lequel on a fait des tests qui s'appelle Ego4D, c'est des données de wearables. En gros, une caméra qui est portée à longueur de journée, c'est un jeu de données qui a été collecté par Meta, je crois. Et ils ont organisé d'ailleurs une campagne d'évaluation autour de ce jeu de données. C'est pas juste pour la diarisation, c'est aussi pour prédire les mouvements des mains, enfin tout ce qui se passe autour de l'humain qui porte cette caméra et ce micro. Et donc sur ce jeu de données, la version open source est à 50% d'erreur. On se trompe 50% du temps. Et on a un gain, je ne sais plus exactement combien on est sur la version
précision, on doit être autour de 35-40. Ça devient, on se rapproche de quelque chose d'utilisable. Alors que c'est vrai que la tâche, même un humain, elle est vraiment super difficile sur ce cas. J'ai un exemple d'une vidéo où il y a quelqu'un dans un magasin et il y a une vendeuse à l'autre bout du magasin qui lui parle et il faut être capable de détecter son tour de parole. C'est vraiment des tâches très difficiles. Donc c'est pour ça qu'on est à des taux d'erreur très, très élevés. Et, ouais, voilà. Et tout ce que je dis actuellement, c'est en batch, c'est-à-dire que on fait l'hypothèse que la conversation a été enregistrée au préalable et on la traite dans sa totalité. C'est un problème plus difficile Si que, tu fais du streaming. que si on fait du streaming. Ouais. Parce que du streaming, on n'a pas accès à la totalité. Il faut au fur et à mesure détecter quand il y a des nouveaux locuteurs qui parlent. Il faut trouver le bon compromis entre latence et précision. On ne peut pas se permettre d'afficher un modèle de streaming qui a 1 minute de latence, selon les cas d'usage. Si la diarisation en streaming arrive en début de chaîne d'un système, par exemple, je ne sais pas, de chat GPT 4o, par exemple, qui voudrait interagir, où on veut que la latence soit super faible, ben, il ne faut pas que la diarisation rajoute une latence déjà qu'on peut pas rattraper de toute façon. Donc, selon les cas d'usage, voilà, on peut choisir le meilleur compromis entre latence et précision du modèle. Du coup, Hervé, ça me donne l'idée d'une question, parce que nous, on s'est rencontrés à Paris il y a quelques semaines, c'était pour l'ouverture, inauguration des bureaux d'OpenAI. Mhm. Et en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que déjà, Pianote est utilisé dans plein de solutions existantes finalement, ou en partenariat, ou en co-développement. Tu peux nous en parler un petit peu. Votre moteur, il est utilisé par des acteurs déjà existants et qui sont des gros acteurs, quoi, quand même. Bah, je peux vous parler des choses qui effectivement sont publiques. Par exemple, enfin, on a annoncé un partenariat avec Gladia qui utilise notre diarisation pour certains des flux. Qui est une boîte française C'est une qui boîte fait française. du coup du speech to text, text to speech, et la boîte à outils un petit peu par API en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui est autour de l'intelligence audio, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Ouais. Enfin, voilà, extraire un maximum de données de l'audio. Je sais par exemple, c'est public aussi, Qtile a utilisé Pianote. Pianote n'est pas utilisé au moment de l'inférence. Pianote a été utilisé pour. C'est un cas d'usage qu'on voit beaucoup parmi nos clients, en particulier en doublage. En gros, Pianote est utilisé pour nettoyer des grands jeux de données d'apprentissage. Ah, d'accord. Donc je m'explique. Pour entraîner les voix de synthèse, pour entraîner Moshi par exemple de Qtile, cet assistant conversationnel à très faible latence, ben, en gros, j'imagine que, alors, je ne connais pas tous les détails, mais dans le papier, il est expliqué que la segmentation de Pianote a été utilisée pour vraiment déterminer où s'arrêtent les tours de parole dans le corpus d'apprentissage pour bien segmenter et ensuite donner ça à manger à toute la pipeline d'entraînement de Moshi. Et c'est aussi utilisé par des entreprises de doublage qui vont segmenter proprement les jeux de données de sorte que pour entraîner une voix de synthèse, ils sont sûrs à 100% que ce qu'ils donnent à manger à leurs algos d'apprentissage ne C'est contiennent de la qu'une seule chose. data, c'est de la data valable finalement. Voilà, c'est ça. C'est de la data propre où la parole superposée a été Nettoyé. supprimée, Ouais. enfin au moins détectée et du coup jetée à la poubelle, de façon à... On nous a parlé d'un artefact intéressant, c'est que si... C'est le mode garbage in, garbage out. Si dans le corpus d'apprentissage, il y a par exemple ma voix, et de temps en temps il y a mon fils qui vient parler par-dessus, et ben, la voix de synthèse entraînée à partir de ma voix va de Il y aura temps les en deux. temps Ouais, bien avoir sûr. des artefacts avec la voix de mon fils qui va être entendue comme ça alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Et Bien donc sûr. pouvoir détecter ces zones-là, bien nettoyer les jeux d'apprentissage, ben, c'est là où Pianote est super utile, en particulier parce que sur les zones de parole superposées, c'est là où vraiment on est, je pense, meilleur que la concurrence. Donc ça veut dire que, excuse-moi,
modèle où tu fais de l'interaction real-time, donc temps réel de discussion avec un agent conversationnel, ils peuvent utiliser aussi Pianote pour entraîner et en fait être capable de prédire potentiellement quand est-ce que la parole de l'autre va s'arrêter et quand est-ce qu'il... Du coup, pour essayer d'avoir un meilleur temps de réactivité, c'est ce que tu disais avec Moshi et QTie. Bah, possiblement, il faudrait que je Possiblement. regarde plus en détail, mais oui, oui, tout à Ouais, fait. ouais. Non, mais c'est En fait, intéressant, ouais. Parce ouais, que en détectant très précisément la fin de tour de parole, c'est ce qu'on appelle le endpointing dans le jargon de la littérature scientifique. Détecter vraiment quand une personne a terminé de parler. Effectivement, c'est indispensable pour éviter que l'assistant vocal vienne trop souvent couper la parole ou alors qu'il y ait un trop grand laps de temps entre le moment où la personne a posé sa question et où elle a sa réponse. En gros, on peut voir ça comme une diarisation avec une latence négative, quoi. On va essayer de prédire quand le tour de parole ou le changement de locuteur va se produire. Je me posais la question alors, est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment des cas d'usage où la diarisation elle a besoin d'être en temps réel? Est-ce que ça changerait profondément les choses si on arrivait à faire une inférence en temps réel? Mais il y a des applications, par exemple, sur du meeting. Je me rappelle, j'avais été contacté il y a quelque temps quand j'étais encore à fond dans la partie enfin, optimisation de Pianote côté académique par une boîte qui essayait de faire un assistant de réunion pour évaluer la qualité du déroulement d'une réunion. Pour voir si, par exemple, il n'y avait pas quelqu'un qui monopolisait trop la parole ou une autre qui avait tendance à couper la parole systématiquement à quelqu'un d'autre. pour mettre un énorme red flag quand tu interromps trop, quand tu parles trop, tu sais, t'as ton micro qui se mute automatiquement. Exactement. Mais sinon, rien que pour de la transcription en temps réel, c'est vraiment utile, en particulier la détection de changement de locuteur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour envoyer des tours de parole clean à la transcription qui vient après, Whisper, plutôt que d'envoyer des morceaux qui sont mal coupés, ben, ça peut vraiment aider d'avoir de la diarisation en streaming. Ok, c'est hyper intéressant. Je voulais qu'on parle un peu des évolutions technologiques du futur. Euh, Est-ce que les large language models ou peut-être même les modèles de vision, ils ont eu un impact sur l'audio de façon générale, la diarisation, mais l'audio depuis leur arrivée? Ben, on voit clairement une tendance actuelle sur le côté multimodal des LLM. Enfin, ça a commencé tout naturellement les LLM ont commencé tout naturellement par le texte parce que c'était là où il y avait beaucoup de données, faciles à collecter. Donc maintenant, on peut dire quand même que la modalité textuelle commence à être bien maîtrisée dans les LLM. Et donc, c'était la façon d'interagir avec un chatbot, c'était via du texte sur le clavier. Et maintenant, on se rend compte effectivement que l'audio, c'est un peu pour ça qu'on crée Pianote AI aussi, la société, la start-up, parce qu'on se rend compte que en fait, la façon la plus simple d'interagir avec tout un chacun, hein, enfin, ensemble, nous on parle. Et donc la suite logique, ça a été de passer à la transcription. Donc la transcription de la parole et passer par le mode texte et ensuite balancer ça dans un LLM. Mais maintenant, les modèles type Moshi de QTie, en fait, ils font du end-to-end directement. Ils passent, alors, c'est pas tout à fait correct de dire Il n'y a ça, pas mais d'étape intermédiaire où tu transformes la voix en texte. C'est ça. voilà. Euh, ouais, on peut résumer ça comme ça. Mais en tout cas, c'est la direction que prennent les travaux, faire vraiment du speech to speech. Le doublage, c'est du speech to speech. Les chatbots, du speech to speech aussi. Et donc, clairement, euh, je ne peux pas dire que les LLM ont vraiment influé sur, par exemple, sur mes travaux de recherche à moi. Euh, Ils ont influé dans le sens où les transformers, les architectures sous-jacentes quand même, ont explosé dans le texte et du coup maintenant on les utilise aussi dans l'audio. Ça, il n'y a pas de, y a pas de secret de ce côté-là. Donc peut-être c'est plus sur les briques technologiques. En fait, tous ces domaines sont très perméables et donc quand il y a une révolution qui arrive dans un domaine, naturellement on va l'essayer dans un autre domaine. Mais il y a quelques travaux qui essayent par exemple de faire du post-traitement
de diarisation grâce à des LLM. C'est plutôt du post-traitement de transcription attribuée en locuteur grâce à des LLM qui vont, par exemple, si la diarisation s'arrête un mot trop tôt et découpe, je ne sais pas si je dis bonjour, comment va, et ensuite il y a tu quelque chose, si ça coupe après comment va, le LLM va être capable de corriger cette erreur de diarisation. Donc il y a un truc de Google qui est sorti récemment qui s'appelle Diarization LM qui fait ça. En gros, il faut voir ça comme un post-traitement de la diarisation. On peut aussi espérer que les LLM puissent par exemple automatiquement inférer le nom des personnes d'une conversation. Comme je disais au début, la diarisation c'est juste locuteur 1, locuteur 2, locuteur 3. Mais au début on s'est présenté tous les trois. Et donc le LLM appliqué sur la transcription diarisée doit pouvoir dire, mais en fait, le locuteur 1, c'était Hervé depuis tout à l'heure, et le 3, c'était Pierre. Et donc, je vois plutôt ça comme une combinaison de différents outils plutôt que ouais, en tout cas pour la diarisation. Je ne suis pas sûr, je suis pas convaincu, enfin l'avenir le dira, mais je ne suis pas convaincu qu'un LLM, aussi multimodal soit-il, puisse vraiment répondre à la question précise de la diarisation. Vraiment, ce qui fait la spécificité de la diarisation, c'est la précision aussi sur la segmentation à proprement parler. Vraiment trouver les temps de début, les temps de fin. En fait, tous ces LLM ne sont pas entraînés avec des données étiquetées de cette nature-là. Et donc, avoir un système vraiment dédié à cette tâche, je pense que ce n'est pas demain, la veille, qu'ils disparaissent. Je me posais la question, est-ce qu'on pourrait utiliser la diarisation à des enjeux sécuritaires? Puisque depuis quelque temps, on parle de plus en plus des reproductions de voix. Je ne sais pas du tout le terme qu'il faut utiliser, c'est-à-dire que on parle là pendant 1 heure dans un podcast et on est capable de recopier nos 3 voix. Est-ce que la diarisation, et peut-être qu'il y a peut-être quelques transformations effectuées, pourrait reconnaître ma vraie voix de ma voix synthétisée? Ou c'est quelque chose de complètement Euh, impossible? Bah, la diarisation en soi, non, elle aurait plutôt tendance à regrouper toutes les occurrences de ta voix synthétisée dans un même groupe. Et probablement, alors j'ai pas fait d'expérience sur des données de synthèse comme ça, je ne sais pas si par exemple nos systèmes sont capables de mettre ta voix réelle et ta voix de synthèse dans des blocs séparés. En revanche, pour des questions sécuritaires, oui, la diarisation peut être utilisée pour accélérer le processus d'écoute téléphonique dans le cas de, je sais pas, il y a des attentats qui sont sur enfin qui sont en train d'être réalisés ou Prémédité. préparés. Il faut répondre très rapidement, détecter très rapidement en écoutant des tonnes de conversations téléphoniques, ce qui se dit, qui parle à qui, pour pouvoir, enfin voilà, ça je pense que la diarisation pour tout ce qui est écoute, et là peut-être que le streaming, tout à l'heure j'avais pas trop d'exemples à ta réponse à ta question sur le streaming, mais peut-être que le fait de donner une diarisation en streaming le plus rapidement possible sur ces cas d'usage-là, réagir super vite à des tentatives d'attentat, des choses comme ça, via les écoutes téléphoniques, ça peut être très utile. Euh, mais tout ce qui est en fait indexation de grandes bases, de grandes archives d'écoute téléphonique, mais en gros, c'est des applications aussi potentiellement culturelles. On discute avec l'INA, par exemple, qui a des archives J'ai pensé énormes. immédiatement à ça, à l'INA, ouais, qui a une archive monstrueuse en termes de data, en fait. Voilà, et du coup, pouvoir segmenter, structurer leurs archives et ensuite aller dire, trouver toutes enfin, à destination des journalistes aussi, les journalistes qui auraient envie de trouver tout ce qui a été dit par tel ou tel homme ou femme politique. Ça, voilà, c'est ce genre d'application intéressante. Du fact-checking. Effectivement, il y a, comme toute technologie, ça peut avoir deux côtés, un bon côté et un mauvais côté, hein. Moi, effectivement, je me dis que là, ce que je fais, ça peut aussi être utilisé pour faire de la surveillance de masse, ça me fait pas trop rêver. Mais de l'autre côté, je me dis que ça peut être utilisé pour faire du fact-checking et éviter que des fake news soient Se diffusées répandre, dans la bien sûr. société et se répandent. Mm. Donc, ouais, c'est un problème. Ça fait toujours un peu peur. C'est vrai que si je faisais de la diarisation de chants d'oiseaux, il y aurait peut-être un peu moins d'applications un peu malsaines. Ouais.
On arrive tranquillement vers la fin de l'épisode. Lors du dernier épisode, on a eu Flavien Chervet, pardon, et il posait la question suivante. Quelle serait la prochaine innovation qui va vraiment faire beaucoup de bruit en IA? Donc indirectement, c'est une question pour dire, voilà, qu'est-ce qui va péter en 2025 selon toi? La question Eh boule ben, de cristal, c'est ça, hein. j'espère que ce sera la diarisation en streaming. Non, mais effectivement, on voit de plus en plus les gens de plus en plus à l'aise pour interagir de façon vocale avec Avec les l'IA. assistants, Ouais. avec l'IA. Et c'est vrai que c'est un vecteur super naturel pour tout un chacun. On n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de, voilà, donc après, c'est vrai que c'est souvent les cordonniers les moins bien chaussés, on va dire. Moi, j'ai du mal, en fait, en vrai, à interagir avec une machine à l'oral comme ça. Mais la tendance a l'air de montrer que, enfin, il y a plein de boîtes qui montent ce type d'assistant vocal. Donc, il y a probablement quelque chose ouais, qui va mûrir et qui va exploser de ce côté-là. Donc ça, c'était un peu la réponse facile et je prêche dans ma chaumière. Sinon, c'est difficile. Ouais, le côté multimodal, effectivement, le côté multimodal des modèles qui sont capables d'intégrer toute source de données, audio, texte, vidéo. Ouais, il Euh, y a Greg Brockman qui a fait une démo très très récente, Greg qui bosse chez OpenAI, une vidéo où O1 intègre voix en temps réel plus vision. Et du coup, en fait, finalement, la conjugaison de ces deux modalités apporte quelque chose de vraiment assez puissant en termes d'interaction et d'interaction homme-machine, finalement. mhm. Donc, très cool. Et du coup, ben, je vais poser la question en miroir. Tu ne connais pas le ou la prochaine invitée, mais quelle question as-tu en tête? Quelle question? J'imagine que tu en as beaucoup, mais quelle question tu voudrais lui poser? Bah, je sais pas, peut-être. C'est vrai que moi, mon histoire a commencé avec l'open source, mes travaux de recherche. Bah, je sais pas, poser la question du point de vue sur l'open source. Est-ce que c'est forcément bénéfique? Est-ce que ça peut être avoir des effets négatifs, Ou enfin, dangereux? Ouais. ouais, dangereux de pouvoir mettre dans les mains de n'importe qui tous ces outils open source. Alors ma réponse, enfin, je suis persuadé que l'open source a forcément. Euh, enfin, j'ai pas besoin de donner la réponse à ma propre question en fait. Non, Mais, 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 euh, mais ça y est, on connaît ton avis. Bah, de toute façon, en fait, excuse-moi, tu n'aurais pas créé un framework open source depuis une dizaine d'années, voilà, sinon, hein, je pense, hein. c'est On ça. connaît un petit peu ton avis là-dessus, quoi. Ouais. Donc oui, peut-être une question sur voilà sur l'open source. Est-ce que l'open source c'est l'avenir de l'IA, on va dire. Allez, on Ouais, va ouais, poser c'est une ça. vraie question. C'est une vraie question parce qu'on voit que des entreprises ont choisi des business models plutôt ouverts, plutôt fermés, plutôt semi-ouverts, semi-fermés. Enfin voilà, l'industrie se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis tu as aussi les détracteurs de l'IA qui disent non mais à tout mettre en open source, on risque que ça tombe dans de mauvaises mains, etc. etc. Et effectivement, c'est des vrais sujets parce qu'aujourd'hui, c'est des outils extrêmement puissants. Et effectivement, voilà, grande puissance, grande responsabilité. Quid d'être complètement ouvert en fait? Ok, super question. Eh ben, écoute, moi j'aimerais vous remercier. Hervé, c'était ton premier podcast, mais tu t'en es Ouais, sorti comme un chef. Franchement, ok, on dirait que tu as fait ça absolument toute ta vie. ok. Thomas, n'en parlons pas. Thomas, depuis Montréal. Je remercie vraiment tous nos auditeurs, auditrices, ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit truc, un petit mot, à nous envoyer une lettre, ou même nous envoyer une lettre pour votre liste du Père Noël. On verra ce qu'on peut faire pour vous. Merci beaucoup, on vous embrasse et à la prochaine. Merci Hervé, merci Thomas. Merci Hervé, merci Pierre. Merci, au revoir. Ciao.